Bienvenue à tous, Afrique Presse. L'actualité débattue sur RFI et TV5 Monde par Ousmane Diaye, TV5 Monde, Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine et puis Laurent Larcher-Lacroix et auteur Laurent de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Au nom de la France, point d'interrogation, les non-dits de notre diplomatie. On en parle à la fin de cette émission autour de deux sujets cette semaine. Le Mali, à propos de cette attaque djihadiste audacieuse contre la base conjointe de la MONUSCO et de Barkhane à Tombouctou dans le Nord Mali. Et puis le Togo, où les négociations politiques entre le pouvoir et l'opposition sont aujourd'hui bloquées. Le Mali d'abord et ce raid djihadiste donc très audacieux lancé samedi dernier contre les forces de l'ONU et de la France à Tombouctou. Tout de suite, la correspondance de Kaourou Magassa à Bamako pour TV5 Monde. L'attaque de Tombouctou aurait pu être bien plus sanglante, tant les moyens logistiques des assaillants étaient importants. Un carnage a été évité grâce à la coopération efficace des forces militaires en présence. Aujourd'hui, les groupes terroristes qui évoluent dans la zone se professionnalisent et leur mode opératoire est de plus en plus complexe. Ils n'ont pas hésité à se faire passer pour des soldats maliens et onusiens. Casques de couleur bleue vissés sur la tête, ils ont maquillé leurs véhicules piégés aux couleurs de l'ONU et de l'armée malienne. Ils étaient armés de ceintures explosifs, de fusils et étaient couverts par des tirs de mortier. Une quasi-organisation militaire. Et malgré la perte de plusieurs chefs, lors d'opérations de l'armée française accompagnées des forces de défense maliennes, les groupes terroristes sont toujours en mesure d'organiser des attaques d'envergure à tout moment. Face à ces nombreuses attaques, l'organisation d'élections est un véritable défi. Pourtant, Bamako est en ébullition. Le gouvernement tient coûte que coûte à l'organisation de la présidentielle le 29 juillet. Il n'y a de toute façon pas d'alternative constitutionnelle crédible à ce qu'elle ne soit pas organisée. Une demi-douzaine de candidatures a déjà été déclarée et l'élection devrait se jouer sur la capacité à rassembler. Et à 3 mois de l'élection présidentielle, la sécurité reste l'une des plus grandes priorités des Maliens. Voilà, Ousmane Diaye, une attaque frontale des djihadistes donc contre les forces onusiennes à la fois et les forces de Barkhane, attaque audacieuse, sans précédent. On a eu les détails dans la correspondance que l'on vient d'entendre. Il y a eu du côté des casques bleus un tué, un soldat burkinabé. Il y a eu plusieurs blessés dans les rangs des casques bleus, de même que dans les rangs des soldats français. Mais de grosses pertes du côté des assaillants, 15 morts d'après un bilan avancé par la France. En quoi cette attaque donc est vraiment inédite, on l'a entendu, sans doute par la stratégie, par le côté audacieux et par l'attaque frontale, somme toute, non? Oui, c'est ça, c'est audacieux, c'est pensé. Ils détournent quand même des voitures, des véhicules de la MINUSMA. Ils sont déguisés, ça rappelle d'ailleurs l'attentat de Ouaga où ils étaient déguisés aussi en militaires burkinabés. Je pense que c'est important, le moment où intervient cet attentat, il intervient une semaine après le passage de Soumeilou Boubèye Maïga, Premier ministre, qui assurait les conditions de sécurité minimales nécessaires pour l'élection. On voit clairement que... Passage à Kidal. Passage à Kidal, Tombouctou, Gao, enfin une tournée dans le nord du pays. Avec l'étape marquante de Kidal, où il a été accueilli par les groupes armés de l'Azawad. Oui, ou même il a été escorté par les groupes armés. C'est ce qui est assez inquiétant. Alors, est-ce que cette attaque, dans sa forme, doit susciter des inquiétudes? Ah oui, heureusement que le camp de la MINUSMA est situé géographiquement en dehors de la ville de Tombouctou. Sur le site de l'aéroport. Sur le site de l'aéroport, mais si c'était si c'était dans la ville de Tombouctou même, il y aurait eu, ce serait un carnage. Alors on échappe au carnage. C'est ça. Et je pense qu'aussi c'est une stratégie des terroristes, une stratégie du chaos. On se dirige clairement vers une stratégie du chaos pour empêcher la tenue de l'élection. Alors visiblement, Louis, alors à ma connaissance, à notre connaissance, cette attaque n'a toujours pas été revendiquée. Non, non. Alors, par ailleurs, on admettra qu'effectivement que les assaillants ne craignaient absolument pas d'être tués. Il y a eu 15 morts, d'après le bilan avancé par la France, dans leur rang.
Si je pouvais faire un trait d'humour, je dirais que c'est le but de l'opération de mourir, puisqu'ils veulent aller au paradis. Je ne sais pour quelle raison précise, mais c'est le but de l'opération, tuer. C'était une attaque suicidaire. C'est une attaque suicidaire. Aussi. Et ce que ça me rappelle, c'est le mode opératoire que l'on retrouve, que l'on a retrouvé pendant très très longtemps dans des pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan, où c'est assez courant d'infiltrer des écoles de police ou d'infiltrer des centres de formation de l'armée pour se faire exploser. Et ça dénote aussi de ce que, à la fin, leur adversaire aujourd'hui et leur cible privilégiée, ce ne sont plus les populations, c'est finalement les armées. Les armées à la fois du Mali, mais surtout celles qui sont venues intervenir pour arrêter leur progression. Donc ça dit aussi une orientation dans ce qu'ils ont fait et une sophistication dans la manière de combattre. On est sorti des combats de rue, du combat asymétrique, pour entrer dans une véritable lutte à la fois stratégique et orientée vers des armées qui sont peut-être considérées comme des armées d'occupation. Donc aujourd'hui, si on parle de force de maintien de la paix, moi ça me pose un problème parce que pour maintenir la paix, il faut qu'elle soit déjà là. Or, au Mali, on n'a pas la paix, notamment dans le nord du pays, et donc je pense qu'il faudrait une opération qui est calibrée autrement, calibrée pour imposer la paix. Laurent, donc sur cette forme d'attaque inédite, attaque de masse, attaque suicidaire visiblement, alors que jusqu'ici c'était des attentats suicides, des engins posés le long des voies par lesquelles passent notamment les colonnes de casques bleus. Alors, peut-être que je vais vous surprendre, mais pour moi, ce n'est pas nouveau, cette attaque. Elle a été présentée notamment par les forces maliennes comme nouvelle, sans précédent, mais on oublie tout à fait ce qui s'est passé en 2013, notamment à Tombouctou, au début de l'opération Serval. Je vous rappelle qu'à Tombouctou, entre le 19 et le 21 mars, le camp de Serval, qui était le même camp qu'aujourd'hui, donc à l'aéroport, avait été également attaqué de manière très coordonnée, moi je me souviens, j'étais pas loin à l'époque, j'avais rencontré les soldats sur la base, me racontant que pendant... Là, c'était quelques temps tout de même après l'intervention des troupes françaises contre les djihadistes. Quand on dit qu'ils se professionnalisent, non, en fait, ils ont toujours été professionnels. Vous avez en face de vous des gens qui sont extrêmement aguerris, qui savent se battre, qui savent coordonner une action avec différents points, qui savent reculer, qui savent effectivement se sacrifier. Je vous rappelle également la bataille des Iphoras, dont on oublie totalement, mais enfin, qui a duré quand même 3 semaines. Les Français, même pendant la bataille des Iphoras, à un moment donné, pendant 2 jours, quand on entend celui qui l'a coordonné, à savoir le général Barrera, la chose n'était pas du tout évidente, et sans les Tchadiens, les Français auraient sans doute été obligés de reculer. Donc vous avez en face de vous des gens extrêmement coordonnés, extrêmement bien entraînés, très armés, parce que les armements qu'on a vus la semaine dernière, ce n'est absolument pas nouveau. Oui, et puis les uniformes de casques bleus, des véhicules blindés appartenant à l'armée malienne. C'est ça qui change. Oui, ce qui change, peut-être, mais en tout cas, il ne faut pas non plus penser que cet adversaire ou cet ennemi, c'est un ennemi en espadrille qui tire comme ça. Non, ce sont des gens qui sont très très bien armés. Et je voudrais enfin ajouter qu'ils s'attaquent effectivement à l'ONU, aux casques bleus, parce que c'est la faiblesse, en fait. Les casques bleus, semble-t-il, ne savent pas bien se défendre. C'est quand même l'opération la plus meurtrière pour eux, je crois. Oui. En tout cas, aujourd'hui, il y a plus de 60 morts dans leur rang. De sorte qu'on a ici, là, ils veulent, je pense, affaiblir cette aide internationale autour du Mali de manière à pouvoir être en face à face avec l'armée malienne. Ouais. Alors, les pays qui ont envoyé des troupes au Mali, au sein des casques bleus, ces pays-là disent qu'ils maintiendront leurs troupes. Le Sénégal est en tête avec 1300 hommes au sein de cette force basée au Mali. Mais on constatera aussi que donc, ces forces françaises ont été attaquées également durant cette attaque contre le site de l'aéroport de Tombouctou. C'est la 5e année, que depuis 5 ans que les forces françaises sont là-bas. Il y a eu l'opération Serval pour bloquer l'avancée des djihadistes vers Bamako. Il y a l'opération Barkhane maintenant qui s'est étendue au Sahel. Alors, combien de temps, je dirais, la France va pouvoir continuer autant de sacrifices, à la fois sacrifices humains, sacrifices financiers, en matériel, etc., Ousmane Diaye. Alors que justement, cette force d'alternative G5 a du mal à décoller. Enfin, le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas de visibilité dans un premier temps. Au tout début de l'opération Serval, le projet qu'on avait présenté, c'était que l'UTM, la mission européenne de formation et de remise, c'est une mission européenne était chargée de reconstruire l'armée malienne. Il y a eu un grand projet de reconstruction de l'armée malienne pour, à court terme, reprendre le relais. Ouais, on n'en est pas là, on continue de lutter. Là, on n'a jamais tout à fait le bilan de l'UTM, on ne sait pas trop les troupes qui ont été formées où ils sont.
etc. Donc c'est assez flou. À peine, on n'a même pas encore soldé le bilan de l'État. Donc la France est condamnée à rester des années encore. Là, c'est le G5 Sahel. On a un nouveau discours. C'est le G5 Sahel qui reprendrait le relais, mais on voit très bien que le G5 Sahel patine et un truc. Je pense que tant que l'État malien ne réussira pas à reprendre la main d'abord politiquement, parce que je pense que d'abord, pour pouvoir se défendre et assurer sa sécurité, il faut avoir un minimum de stabilité politique. Le pays n'est pas gouverné totalement. C'est-à-dire, avant même d'imposer la présence de l'armée, il faudrait que le pays puisse juste avoir une administration qui ouvre tout le pays. Et en plus, moi, je perçois un changement de stratégie depuis l'arrivée du nouveau Premier ministre Boubaye Maïga, qui est plutôt de dire que militairement, nous ne pouvons pas y arriver. Donc, on va essayer de collaborer avec un certain nombre de groupes non djihadistes pour co-assurer la sécurité du pays avec des milices. C'est qu'il y a des risques. Ce qui est très hypothétique aussi. Louis, alors, cette position française qui, à terme, est intenable. La France a des problèmes financiers, comme beaucoup de pays, de déficit. Alors, combien de temps elle va pouvoir continuer à entretenir des troupes au Mali? Alors, tous les présidents, de Hollande à Macron, disent que nous serons là le temps qu'il faudra. Mais encore une fois, et cette force du G5 peine à décoller. Le fait est qu'aujourd'hui, la France s'est mise dans une position où elle doit être claire avec elle-même, être au clair avec elle-même, notamment dans la question du G5 Sahel. Je pense qu'aujourd'hui, si les autres membres du Conseil de sécurité ne sont pas suffisamment convaincus du format du G5 Sahel et surtout de l'utilité de l'outil, il est important pour la France de se mettre à la table avec ces différents partenaires-là pour trouver une autre solution. Par ailleurs, je pense qu'il serait absurde de continuer de se battre au Mali sans associer des pays qui pourraient être utiles dans ce combat, notamment l'Algérie, dont viennent la plupart des djihadistes qui sont présents au nord. Mais à condition que l'Algérie veuille bien jouer le jeu, Laurent. Si on ne lui demande... La Mauritanie, pareil, qui est membre du G5, je veux dire, il y a quand même des positions parfois extrêmement ambiguës. C'est plus que oui, à l'évidence, la construction ou le plan français ne fonctionne pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, le poids des puissances régionales. Vous avez la Mauritanie, on dit G5, en fait, là-bas sur place, on dit G4 plus 1, parce que la Mauritanie joue évidemment sa partition de son côté. Vous avez aussi la carte jouée par l'Algérie, qui est plus qu'ambiguë. En fait, on sait très bien les liens qu'il y a entre les leaders d'AQMI et le pouvoir algérien, en tout cas quelques hauts dignitaires de l'Algérie. Mais on parle très très peu d'une autre puissance qui joue, je crois, un jeu assez peu clair, c'est le Maroc, qui évidemment a une façade très hostile aux djihadistes, mais je rappelle quand même qu'il y a aussi pas mal de trafic dans cette région, notamment de cannabis. Et où est produit le cannabis? C'est bien sûr au Maroc. Et donc, pour sécuriser les routes, on a intérêt à être lié. Un terrain de jeu. Alors, juste parce que le temps presse, Ousmane Diaye, on est en année électorale, donc votre correspondant à Bamako l'a rappelé, et tous ces problèmes, l'insécurité donc qui s'aggrave, cette politique de la main tendue du Premier ministre Boubaye Maïga en direction des forces de Kidal, cette politique qui ne fait pas l'unanimité, loin s'en faut. Les problèmes socio-économiques du pays ne sont pas forcément réglés, que la situation n'est pas forcément reluisante. Bref, le contexte n'est pas très favorable pour le président sortant, si toutefois il annonce sa candidature. Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, pour moi, avant même d'en arriver à la question de est-ce qu'il sera candidat, ce qui est probable, on va vers ça. Est-ce qu'on peut, pour moi, la vraie question, la question centrale, est-ce qu'on peut organiser des élections représentatives de l'ensemble du pays? Aujourd'hui, on peut organiser des élections, mais la vérité, c'est qu'on peut les organiser correctement et normalement dans le sud du pays. Voilà. Et même dans tout le sud, parce que le centre aussi est concerné. Et je n'ai pas l'impression que le centre soit devenu un havre de paix comme par miracle. Donc, et il y a les réfugiés aussi, les centaines de milliers de réfugiés, Laurent, qui errent du côté de la Mauritanie et d'autres pays. Oui, mais la communauté internationale veut ces élections. Toute la question, c'est que va devenir Ibeka? Parce que je ne suis pas sûr que... il me semble que la communauté internationale, la France en particulier, est très déçue par ce président. Mais c'est aux Maliens de choisir. C'est aux Maliens de choisir.
Mais alors les Maliens sont très très divisés. La rue est évidemment très déçue aussi par la manière dont IBK a géré toutes les promesses annoncées n'ont pas été son premier mandat. Voilà. Mais qui pourrait le remplacer? Moi, franchement, il y a beaucoup de candidats en tout cas. Et puis il ne faut jamais oublier la promesse. Il avait promis qu'aucun bout du territoire malien ne sera aux mains des djihadistes ou des terroristes. Aujourd'hui, on a... Mais il n'avait peut-être pas donné d'échéance. On imaginait que c'est son mandat. Peut-être qu'il avait sous-entendu qu'il lui faudrait 2 mandats, non, Louis? Oui. Non, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'instrumentalisation politique du Nord. Parce qu'au-delà du bilan de IBK, qui est probablement très attaquable concernant le Nord du pays, il faut dire que les Maliens se comportent comme si le Nord du pays ne faisait plus partie de leur territoire et qu'au mieux... Et pire encore, on a l'impression que du côté de l'opposition, il y a cette espèce de volonté de vengeance qui fait que même en allant vers le nord, on y va pour régler des comptes. Et donc, c'est une situation qui n'est pas très saine, à la fois pour le président et pour son opposition. Non, mais il faut aussi ajouter que, chose nouvelle, c'est aussi le centre du pays qui aujourd'hui est par l'insécurité. Absolument. Voilà, RFI TV5 Monde, le dernier sujet d'Afrique Presse cette semaine, le Togo toujours englué dans cette crise politique depuis septembre dernier. L'opposition fait bloc pour s'opposer à une candidature du président Faure Gnassingbé en 2020, au terme de son 3e mandat. La principale stratégie de cette opposition est de manifester, confirmer une stratégie confirmée par Brigitte Adjamagbo Johnson, qui est l'une des dirigeantes de cette coalition de l'opposition togolaise. On l'écoute. Les manifestations n'ont pas à être interdites. Nous avons acquis de haute lutte le droit constitutionnel de manifester lorsque nous ne sommes pas contents et que nous voulons un changement dans le pays. Donc, qu'on ne compte pas sur nous pour renoncer à l'exercice de ce droit. Nous l'utiliserons et si le régime ne veut pas partir par le dialogue, eh bien, il partira par la rue. Nous manifesterons. Quoi qu'il fasse, aucune violence ne nous arrête. Voilà, nous manifesterons. En fin de semaine dernière, l'opposition voulait manifester. Ça a été interdit. Il y a eu des tirs de gaz lacrymogène, notamment à Lomé, où étaient réunis, d'ailleurs, en fin de semaine dernière, Ousmane Diaye, les dirigeants de la CEDEAO, entre autres, parmi les dossiers examinés, la crise togolaise. Il y a 2 parrains, 2 arbitres, le président de Guinée-Conakry et le président du Ghana. Les négociations sont dans l'impasse. L'opposition a voulu remanifester, reprendre le cycle des manifestations. Le pouvoir intervient de manière musclée et l'opposition veut coûte que coûte que Faure Gnassingbé ne se représente pas en 2020. Or les dirigeants de la CEDEAO ne sont pas tout à fait d'accord avec ce scénario. En fait, c'est une négociation quasi impossible. L'opposition veut négocier le départ de Faure, comme on l'a dit, et je pense que Faure Gnassingbé ne va pas partir. Et au contraire, le cycle des médiations qui ont échoué, le cycle des négociations qui ont échoué, ont permis quand même au pouvoir de respirer et un peu de reprendre la main. Entre-temps, les manifestations se sont essoufflées, au pic du mois d'août, où quand même on sentait que la rue commençait à faire vaciller les fondamentaux du régime. Là, ce n'est plus le cas. La répression a repris la main. L'opposition tente de marcher, mais elle n'y arrive pas. Donc je pense que le temps joue, quoi qu'on puisse dire, en faveur du pouvoir, comme les médiations. Est-ce que l'opposition, Louis, doit s'arc-bouter sur l'exclusion de Faure Gnassingbé de la présidentielle de 2020 ou en continuant de manifester ou de chercher à manifester, ou alors trouver un compromis qui permettrait la tenue d'élections fiables, garanties par la communauté internationale, où véritablement les électeurs pourront choisir? Moi, Est-ce que l'opposition doit s'arc-bouter sur l'exclusion de Faure Gnassingbé? Je ne sais pas si on peut donner des leçons à l'opposition togolaise, mais ce qui me gêne énormément dans cette crise... Non, il ne s'agit pas de leçons, il s'agit de stratégie. Oui, ce qui me gêne dans leur manière de procéder, c'est que sur le diagnostic, tout le monde est d'accord. À la fois Faure Gnassingbé, qui n'était pas là quand les accords qu'on lui oppose aujourd'hui ont été signés, et l'opposition. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une limitation de mandat. Maintenant, une fois qu'on est tombé d'accord là-dessus,
sur quoi porte aujourd'hui l'opposition qui est en train de présenter la classe politique en concurrence à Faure Gnassingbé? Je n'arrive pas à comprendre. Parce que si on est d'accord sur le fait qu'on doit limiter le mandat, faisons tout pour y aller, mais ne faisons pas montre d'une telle panne d'inspiration comme c'est le cas pour eux. Parce que la nouveauté qu'il y a eu, c'est qu'en février, en février 2016, il y a eu cette irruption de Tikpi Achadam avec son parti panafricain qui a changé la donne. Il a montré que l'opposition n'était pas morte. Il y a encore une population qui veut obtenir un changement sur lequel tout le monde est d'accord. Mais le délit de mauvais patronyme et le déni surtout de droits citoyens, parce que c'est le cas pour un président qui s'appelle Gnassingbé de se présenter, je trouve ça un peu maladroit. Mais lui, la question, c'est la mise en œuvre. Le problème, c'est que Faure Gnassingbé a eu le temps d'appliquer et de mettre en œuvre le minimum de consensus qui a été dégagé. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas et il a fallu la pression de la rue à nouveau pour qu'il daigne essayer d'aller négocier certains points de la révision alors que ces constitutionnelle. points ont été déjà négociés il y a quelques années. La question est de savoir, Laurent, est-ce qu'on peut avoir véritablement au Togo des élections fiables et sous le contrôle de qui? C'est une très bonne question, mais je voudrais répondre à Louis, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Louis. Pourquoi? Parce que vous raisonnez comme si Faure Gnassingbé était de bonne foi et, je dirais, jouait un jeu clair dans cette question. Or, vous savez aussi bien que moi qu'il est, lui et sa famille, bien entendu, est au pouvoir depuis 50 ans et ils feront tout pour rester au pouvoir. Pourquoi ils le quitteront de toute façon? De sorte que vous avez, moi je n'ai aucune leçon à donner à l'opposition, mais du point de vue de l'opposition, il n'y a pas d'interlocuteur fiable. Voilà. Et en plus, rentre dans le jeu la CEDEAO. Et qui préside la CEDEAO? Faure Gnassingbé. Comment voulez-vous qu'on sorte de ce nœud gordien où les uns et les autres sont dans un jeu de lutte où la seule chose qui compte, c'est de rester au pouvoir coûte que coûte. Voilà. Alors, il y a quand même la personnalité de Tikpi Achadam, le fameux leader de l'opposition. Souvent, il est aux abonnés absents, on ne le voit pas, et ses détracteurs, pas seulement d'ailleurs dans les rangs du pouvoir, disent quasiment de lui que c'est un imposteur. En tout cas, il est sans idée pour gouverner le Togo. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue, Ousmane Diaye? En tout cas, il a fait une irruption qui est surprenante, parce que cette contestation est née, c'est lui qui l'impulse, avant d'entrer dans la clandestinité. Donc, on s'est retrouvé avec une contestation sans vraiment leader pensé, sans orientation. Entre-temps, Jean-Pierre Fabre, le leader de l'opposition, s'y est greffé, a tenté de le récupérer. Et on note, depuis que Fabre a récupéré la contestation, Achadam, on ne sait pas où il est, on ne l'entend pas, on ne sait pas où il va aller. Louis, sur la personnalité de Achadam, en 2 mots. En 2 mots, ce que je peux dire, c'est que heureusement qu'il est là, pour qu'il y ait une nouvelle vie, pour qu'il y ait un renouveau de la vie. Il est invisible. Mais on sait très peu de choses de lui et de son projet. Non, mais ce qu'il faut saluer, c'est qu'aujourd'hui, il est à peu près la seule personne qui arrive à faire... Il a appuyé sur l'interrupteur, quoi. Voilà. Laurent, un dernier mot, brièvement, sur Achadam. Bien sûr, il se trouve que moi, je l'ai rencontré au mois de décembre de manière clandestine au Togo. Lui, il semble vraiment craindre pour sa vie. Moi, il ne m'a pas semblé... il m'a semblé plutôt... Farfelu. Non, intéressant. Mais encore une fois, je n'ai aucun avis, aucun jugement à porter. Il représente en tout cas un nouvel agenda. Et puis, je vous rappelle quand même qu'il est du Nord. Pour Faure Gnassingbé, vous savez... C'est l'origine, le bastion familial. Voilà, c'est qu'avec Tiki, on a, je veux dire, le pouvoir... la majorité se fissure de manière assez inquiétante pour elle. Il y a des fissures communautaires et c'est effectivement les thèmes, parce que Tikpi Achadam et thèmes, rejoignent les sudistes. Et, du point de vue démocratique, je ne vois pas comment Faure Gnassingbé pourrait se tirer d'affaire. Voilà, c'est la fin malheureusement de ce arriver au terme de cette émission. Et comme promis, avant de nous quitter, Laurent, on va parler un peu de votre ouvrage, Au nom de la France, point d'interrogation, les non-dits de notre diplomatie, que vous présentez comme
comme une pique contre l'Élysée, le Quai d'Orsay qui abrite le ministère des Affaires étrangères ici à Paris, de même qu'une pique contre certains diplomates français, mais aussi contre certains présidents à vie. Bon, c'est pas une méchanceté gratuite, hein, rappelons-le. Ce sont des analyses très sérieuses, écoutez, je vous remercie. Documentées. Le but, c'est que les lecteurs, les citoyens, les démocrates s'emparent de ces questions de politique extérieure. Il faut savoir que la France conduit donc une politique extérieure, mène des actions en notre nom, au nom des Français. Il se trouve, mais sans grand débat national. Et notamment dans nos relations avec les dictateurs, dans notre manière de collaborer avec l'Arabie Saoudite, dans la manière aussi dont on utilise les forces armées. De bombarder la Syrie, mais le débat est venu après. Voilà, en tout cas, il semble que et l'Élysée et les Quais d'Orsay s'arrangent beaucoup de de ce silence ou de cette difficulté à se saisir de ces questions. Donc moi, en fait, dans ce livre, j'ouvre mes carnets de journaliste et je dis aux uns et aux autres, voilà ce que on dit réellement et les réponses qu'on donne à mes questions lorsqu'il s'agit du wahhabisme, du salafisme, de nos rapports avec tous les dictateurs, notamment les autocrates africains, la question des droits de l'homme, la question des frontières aussi. Et je montre comment, au fond, l'Élysée et le Quai d'Orsay a souvent, sur ces questions-là, une posture d'aplomb et souvent dit aux uns et aux autres ce qu'il faut faire, un peu comme Dieu parle à ses créateurs et ses créatures. Notamment sur les questions africaines. À lire donc, au nom de la France, les noms dits de notre diplomatie. Laurent Larcher aux éditions Cerf, ici en France. Merci Laurent, merci Louis et à vous Ousmane Diaye, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.